La parole est à présent à Madame Tiffany Degois. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Depuis 1804, donc la transition est toute faite, l'œuvre de Napoléon et de ses rédacteurs, Bigot de Préaumneux, Tronchet, Maleville et Portalis, s'est répandue sur tous les continents. Et de nos jours encore, le Code civil rayonne puissamment à l'étranger parce qu'il allie deux principes. Il est porteur de valeurs sociales et morales dans lesquelles des continents entiers se reconnaissent. Les solutions sont dégagées selon la méthode cartésienne, garante de la prévisibilité de la règle et donc facteur de sécurité juridique. Nous sommes aujourd'hui en concours avec la common law. Or, de quel common law s'agit-il ? Il s'agit de ces contrats pesant des dizaines de pages qui comportent tant de détails que le travail de fond se borne justement à associer et à régler ces détails. Le Code civil ne fonctionne pas comme cela. Notre Code dispense de la rédaction de contrats prévoyant tout. Il rend les règles qu'il énonce accessibles à tous. Il fait de la coutume et de l'usage des sources du droit, de sorte que des populations, aussi différentes que celles de la Chine ou de la Colombie, pourront recevoir la même règle, qu'elles vont ensuite relativiser, adapter selon leurs coutumes et usages. Ce Code civil est loué au Proche-Orient, en Asie du Sud-Ouest, où il inspire la Chine, le Vietnam ou le Cambodge, en Afrique francophone et enfin dans toute l'Amérique latine. Le président de la République souhaite rendre notre pays plus attractif économiquement. Notre droit romano-germanique peut être un atout quand il faut rédiger des contrats d'affaires, quand il faut régler les litiges d'investisseurs. Nous avons une place d'arbitrage à Paris exceptionnelle. Notre Code civil constitue l'instrument le plus puissant de soft power français et pourtant il ne coûte rien. Cet héritage que nous avons, cet avantage concurrentiel dont nous disposons et qui fait le prestige de la France, nous devons veiller à ne jamais y renoncer. Il s'imposait toutefois de réformer le droit des obligations pour répondre aux besoins nouveaux de la vie en société. On oublie trop que le Code civil signifie le Code des citoyens, que ce citoyen ne vivant plus au XXIe siècle comme en 1804, il lui faut des outils adaptés à notre époque. Or, les textes de 1804, sublimes soient-ils, ne pouvaient pas envisager toutes les situations contemporaines. Le droit vivant se trouve donc en partie hors le Code dans la jurisprudence. Ainsi, ce droit hors le Code mobilise les efforts des magistrats au point de les submerger alors que leur insuffisance en nombre est déjà manifeste. Ce droit hors le Code devient inaccessible pour l'étranger à qui il faut connaître la règle et accéder à la manière dont les juges la font évoluer. Ce droit hors le Code devient donc un handicap sérieux pour l'attractivité de la France. Tout ceci avait été expliqué il y a déjà 30 ans par les doyens Cornu et Catala dans leur avant-projet de réforme du droit des obligations. Ce projet de loi contient donc de nombreuses améliorations qu'il convient de saluer. L'article 1143 du Code civil dispose que l'abus de l'état de dépendance est un vice du consentement pouvant entraîner alors la nullité du contrat. Les articles 1123, 1158, 1183 prévoient la création d'actions interrogatoires qui sera notamment appréciable pour les pactes de préférence afin de questionner sur l'existence d'un tel pacte et l'intention du destinataire de s'en prévaloir ou non. Le principe pacta sunt servanda et la force obligatoire du contrat, avec le concours du temps, engendre quelquefois des situations inextricables où le contrat n'est tout simplement plus exécutable. La consécration de la théorie de l'imprévision est alors la bienvenue. Une telle disposition n'oblige en rien, mais elle donne une porte de sortie possible aux parties dans un souci d'assurer une pérennité des affaires. Enfin, alors que de trop nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes de retard de paiement, mettant en péril leur activité, les dispositions relatives à l'inexécution du contrat me paraissent importantes. Les articles 1217, 1220 et 1223 donnent des marges de manœuvre au créancier de l'obligation en lui permettant de solliciter une réduction de sa même obligation, un prix par exemple, ou encore en consacrant l'exception d'inexécution anticipée. Ce projet de loi est le premier volet de la réforme du Code civil. Avec le temps qui me reste, j'appelle de mes vœux le second volet de cette réforme relative à la responsabilité civile. La jurisprudence en cette matière a besoin d'être consacrée. Je pense à la notion du lien de subordination entre le commettant et le préposé, je pense au principe jurisprudentiel de la réparation intégrale, mais aussi à l'amende civile en cas de faute lucrative.
Pour conclure, Il faut ce conclure. projet de loi permet au Code civil de devenir le code des citoyens du XXIe siècle. C'est pourquoi j'appelle à son vote. Je vous remercie pour votre attention. Merci.